Bonjour à tous. Bonjour. Bon, ben, comme convenu, nous sommes là ce soir pour vous parler des résultats annuels du groupe Thermador. Donc, c'est la soirée investisseurs institutionnels. Donc, on fait deux rendez-vous spécifiques par an pour vous, professionnels, dont celui-là, hein, puisqu'il s'agit des résultats annuels. Donc, on a également un webinaire demain qui est ouvert plus largement aux actionnaires individuels. Donc, je dis tout ça parce que ce soir, nous sommes en petit comité. Et donc vous pouvez bien évidemment poser des questions sur l'onglet questions du webinaire. On y répondra avec Patricia. La présentation va durer 35-40 minutes. On va essayer de faire le plus court possible. Et puis après, on laissera un temps important pour vos questions. Je reprécise que ce webinaire est à la fois en français et traduit en simultané en anglais pour des investisseurs anglo-saxons qui souhaitent le suivre soit maintenant, soit en replay. Alors, on commence toujours cette présentation par notre personnel qui est, vous savez, la ressource la plus importante du groupe, hein. Donc, nous avons des équipes qui ont grandi en nombre, hein, puisque nous sommes passés de 712 à 770 personnes. Dans ces 770 personnes, il y en a 17 qui viennent de DPI, la société qui est arrivée dans le groupe 31 octobre, et 8 personnes qui viennent de la société AFI, qui est arrivée le 1er juillet. La différence, ce sont des recrutements que nous avons faits, et que nous avions d'ailleurs annoncé, puisque l'année 2021 a été extrêmement forte en développement, et nous avons eu la nécessité de renforcer nos équipes. Encore une fois, un grand remerciement pour nos équipes qui ont traversé ces années de tumulte, ces années difficiles, 2020, 2021, 2022, beaucoup de changements, beaucoup de difficultés dans les approvisionnements, des accélérations, des coups de frein sur le marché qui nécessitent beaucoup d'agilité, beaucoup d'implication et d'expertise de la part de nos équipes. Donc, un grand merci à eux et je crois que les résultats qu'on va présenter ce soir, nous leur devons. Alors les points importants de l'année, nous commençons bien évidemment par la guerre en Ukraine. Donc vous le savez, le groupe n'a pas été impacté directement puisque nous n'avions pas à l'époque de chiffres directs significatifs, soit en Ukraine, soit en Russie. En revanche, un impact indirect très important, comme beaucoup d'entreprises en Europe, et tout particulièrement sur l'inflation. Donc la hausse des prix des produits nous a conduit à répercuter une hausse moyenne auprès de nos clients de 10,8%, ce qui est extrêmement important. Un autre impact de ce conflit et de la flambée du coût de l'énergie qui a suivi, alors, il y avait déjà une prise de conscience sur la nécessité d'économiser l'énergie dans les bâtiments en France, mais je dirais que cette prise de conscience est encore plus prégnante. Et la rénovation énergétique est quelque chose qui est dans toutes les têtes aujourd'hui, la rénovation énergétique des bâtiments, et qui nous favorise puisque nous sommes un fournisseur d'accessoires de pompe à chaleur au travers de la société Thermador, et nouvellement de chauffe-eau solaire, toujours au travers de la société Thermador, avec des augmentations de chiffre d'affaires très significatives en 2022 sur ces gammes-là. L'acquisition d'AFI, société spécialisée dans les raccords acier et fonte, et qui a rejoint Sferaco, qui a fusionné avec Sferaco en milieu d'année. Un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 millions, une acquisition qui a été financée à hauteur de 1,5 million pour le fonds de commerce et les bâtiments d'AFI. Et l'acquisition de la société DPI, spécialiste dans la vente de canalisation plastique dans les marchés des travaux publics, à la fois dans les réseaux secs et humides. Société DPI qui a un chiffre d'affaires supérieur à 60 millions en 2022, avec 17 personnes. Cette société nous a rejoint le 31 décembre 2022 pour un prix d'acquisition de 31 millions et un complément de prix de 5 millions d'euros qui sera très probablement versé à l'issue d'une période probatoire sur le résultat opérationnel. Une tension sur certains coûts, donc une augmentation de la masse salariale, parce que nous avons accompagné nos clients. Patricia y reviendra sur le détail du compte de résultat.
Toutefois, c'est vrai que ces augmentations de coûts n'ont pas été plus rapides que l'inflation, heureusement pour nous. Et également une augmentation des coûts sur l'énergie, puisque nous avions des contrats qui arrivaient à échéance en 2022. Donc déjà une petite augmentation sur l'année dernière, mais surtout une augmentation qui va être ressentie dès 2023, puisqu'on estime à peu près à 600 000 euros le coût supplémentaire à payer pour le gaz et l'électricité pour chauffer et rafraîchir nos bâtiments dès 2023. Le développement durable, une étape importante franchie pour nous, puisque nous avons recruté une responsable du développement durable qui a maintenant autour d'elle une petite équipe de spécialistes. Et tous sont là pour aider nos filiales à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble et qu'on souhaite bien atteindre en 2025 et 2030. J'en reparlerai tout à l'heure. La naissance d'Audrea, qui est la fille de deux sociétés qui ont fusionné, Dipra et Rousseau. Donc c'est une opération que nous avions annoncée dès 2018, au moment de l'acquisition de la société Rousseau. Donc ça y est, c'est fait en fin d'année, début d'année 2023. Les opérations sont en cours justement pour arriver à constituer cette entité plus grande, capable de satisfaire des clients qui sont très exigeants et très intéressants, qui sont les grands clients grandes surfaces de bricolage. Et enfin, un focus sur le patrimoine immobilier que nous avons fait réévaluer en 2022 à l'occasion des travaux importants que nous avons fait chez FG Inox, par exemple, de la construction importante que nous avons fait pour FG Inox. Et donc la valorisation du patrimoine immobilier est chiffrée actuellement à 86 millions. L'année dernière, on était plutôt sur une valorisation de 66, donc un écart d'environ 20 millions d'euros. Ce qui est dans nos comptes aujourd'hui, c'est une valeur de 56 millions d'euros. Une synthèse sur le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires en forte croissance cette année, mais fortement porté par l'inflation et un petit peu par la croissance externe, hein, puisque le chiffre progresse à 554 millions, progresse à 13,8%. En croissance organique, nous nous situons sur une croissance de 12%. Vous voyez, 12% de croissance organique pour une inflation de 10,8%. Il y a un petit peu de place pour un peu de volume en plus, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des gammes qui ont beaucoup augmenté, d'autres qui ont baissé, mais globalement, pas une énorme augmentation de volume, vous l'avez compris. Et un résultat net qui suit correctement cette progression, d'une part parce que nous avons quand même bien résisté sur les marges, pas tout à fait, mais bien résisté, et d'autre part parce que le poids fiscal pour les entreprises en France baisse. Patricia l'expliquera tout à l'heure. Une vue sur 5 ans de l'activité par trimestre. Donc nous voyons que nous avons été en 2022 sur une année totalement positive sur tous les trimestres, avec une dynamique haussière particulière en fin d'année, toujours portée par à la fois l'inflation et la rénovation énergétique. Le seul trimestre négatif que nous constations sur les 5 dernières années correspond au premier confinement, période Covid. Patricia, parle-nous de la rentabilité. Et du chiffre d'affaires, puisque je pense qu'on va passer à la slide suivante. Oula, il y a un problème de cadrage. Je vais me faire plus petite. Donc au niveau en fait, de notre rentabilité, donc on est effectivement sur une rentabilité résultat opérationnel à plus de 14% et sur une rentabilité en fait sur le résultat net qui est à 10,6%. Donc par rapport à 2021, il y a une légère érosion. Mais je rappelle quand même que 2021, on oublie, mais ça a été une année qui pour nous était une année exceptionnelle avec un fort niveau de rentabilité, un fort niveau de chiffre d'affaires. Donc le fait de réitérer et d'arriver à avoir qu'une légère érosion, finalement pour nous c'est un bon résultat. Donc si on regarde sur les faits principaux de l'année, donc donc effectivement on a l'intégration des pays qui est un élément important pour nous et qui nous a apporté donc du chiffre d'affaires supplémentaire et un résultat net supplémentaire de 600 000 euros. DPI, c'est 2 mois, donc c'est novembre et décembre en termes d'activité. Donc l'année prochaine, on aura en fait l'activité DPI qui comptera en fait sur 12 mois. Donc si on regarde sur la partie
rentabilité, l'élément important, et c'était là où en fait on avait eu beaucoup de questions sur notre capacité à répercuter la hausse des prix, puisqu'on a eu une augmentation de la hausse des prix d'achat. Donc Guillaume en a parlé. On a répercuté au niveau de toutes filiales confondues 10,8% en fait, des hausses en fait, à nos clients. Donc 10,8%. Et la question c'était, est-ce que quelque part vous allez avoir une érosion de votre marge commerciale puisqu'en fait vous n'arriverez pas à répercuter l'intégralité de la hausse de la part de nos fournisseurs. Donc on peut quand même dire que nous avons perdu 1,2 point de marge au niveau consolidé. Donc effectivement, il y a eu une petite érosion, enfin une érosion. Et si on regarde les explications par pôle en fait, d'activité, nous avons le négoce professionnel qui s'est maintenu en marge commerciale. Donc on voit donc les chiffres. Donc on a une stabilité de la marge sur le pôle commercial, et sur le pôle grand public, nous avons une perte de 5 points de marge. Donc c'est effectivement cette activité, donc, cette activité sur le pôle grand public, sur la partie grande surface de bricolage, où il y a eu plus de difficultés à répercuter les hausses de prix. C'était intervenu plus tard en fait, dans l'année, ce qui fait que ça se voit dans la rentabilité de ce pôle-là. Si on passe ensuite sur le ratio des charges sur le chiffre d'affaires net, on voit que notre ratio en fait baisse puisqu'on est à 20,7%. Ça s'explique essentiellement par l'évolution des frais de personnel qui représentent moins en fait en pourcentage de notre chiffre d'affaires. Comme le signalait au début de la présentation Guillaume, nous avons recruté, mais ces recrutements en fait se sont plutôt en fait concentrés sur la deuxième partie de l'année, ce qui fait qu'on n'a pas l'impact en plein. Et par contre, comme on a communiqué tout au long de l'année, on a été très vigilant sur les hausses des salaires de nos équipes, et on estime avoir à peu près une augmentation des salaires de l'ordre de 5%. Ensuite, dans les autres éléments importants, puisque dans nos postes de frais, nous avons le poste des frais de personnel et nous avons le poste en fait, des frais de transport. Et donc ça se retrouve dans la ligne autres charges et charges externes. Et si on regarde ce poste-là, finalement, en pourcentage du chiffre d'affaires, il a baissé. Et ça s'explique par le fait qu'on a eu des baisses de volume de vente. Ensuite, quand on regarde les variations, on a notre résultat opérationnel qui en fait a une augmentation plus forte, enfin qui est moins forte que l'augmentation de notre résultat net. Et cette différence est essentiellement due à un taux d'impôt qui est en fait en baisse, puisqu'on a un taux maintenant qui est à 25,49 contre 27,52 donc en 2021. Ça nous fait une économie d'impôt d'1,6 million. Et c'est en lien avec en fait, la baisse annoncée et dégressive du taux d'impôt. Donc maintenant en France, on est à 25%. Et comme on paye à peu près 97% de notre impôt en France, ça explique notre taux à 25,49. Et on a regardé quelle serait la variation de notre résultat net si on avait maintenu un taux d'impôt à 27,52. Finalement, on aurait une augmentation à 8,3% contre 11,3% qui se voit dans les chiffres. Donc ça, c'est sur les principaux, en fait, les principales explications sur les évolutions des postes de notre compte de résultat et sur notre rentabilité. Nous allons passer ensuite sur la rentabilité par filiale. Donc je vous ai parlé en fait du pôle grand public qui a été quand même très challengé cette année et ça se voit au niveau de sa rentabilité qui baisse fortement. Donc une parité euro-dollar qui a été moins favorable en 2022 versus 2021. Et comme c'est donc au niveau de nos entités qui sont dans le pôle grand public, ce sont ces filiales qui achètent le plus en fait en Asie, qui payent en dollars. Finalement, c'est eux qui ont été ce sont ces entités qui ont été les plus impactées. Ensuite, on a une difficulté à passer les hausses des prix versus en fait ce qu'on peut voir au niveau du pôle négoce professionnel. Dans les autres éléments importants, donc rentabilité du pôle négoce professionnel qui est relativement stable, à 17,6%. Et si on regarde parmi les forts contributeurs, finalement, ou contributrices, si on parle de filiales, on retrouvera Thermador qui est parvenu en fait, à maintenir son taux de rentabilité comparé en fait, à 2021. Et donc, pour rappel, cette filiale a, depuis les 3 dernières années, en fait,
eu des croissances significatives de plus de 30% de chiffre d'affaires, donc la structure a évolué, mais on a un maintien quand même de son taux de rentabilité. L'important, ce que nous regardons également, c'est la part contributive des 3 filiales historiques qui sont Sferaco, Jetly et Thermador, puisque ce sont 3 filiales qui représentent une part importante du chiffre d'affaires consolidé. Et on remarque que ces 3 filiales couvrent plus de 68% de notre résultat opérationnel. Et on note aussi que c'est en accroissement, enfin il y a un accroissement de cette part contributrice par rapport à 2021. Donc ça souligne les résultats qui sont en augmentation de Jetly. Et Sferaco, ça baisse un petit peu au niveau de la rentabilité, mais Sferaco en fait a intégré AFI, donc ce qui peut avoir des répercussions sur ses frais de structure. Mais bon, on est quand même au-delà de 19%, donc c'est un très bon résultat. Ensuite, dans les autres éléments, à souligner, c'est Accélère. Donc Accélère qui demeure en perte en 2022. L'élément positif, c'est le fait qu'elle est en croissance, son activité est croissante sur son marché, on va dire professionnel, son marché, son fonds de commerce, voilà, la ventilation. Donc effectivement, on voit qu'il y a une croissance du chiffre d'affaires. Il n'empêche que il n'y a pas eu en fait d'année il n'y a pas eu de vente importante sur le marché de la climatisation mobile, ce qui fait qu'ils ont encore du stock et ils supportent des frais de structure par rapport à cette activité-là qui n'a pas en fait généré beaucoup d'activité. Mais on espère en 2023 arriver en fait à l'équilibre avec effectivement une poursuite de la croissance sur leur fonds de commerce. Et on a Audrea qui cette année n'a pas enregistré de résultats. Donc conséquence des deux éléments cités au-dessus, c'est-à-dire la parité euro-dollar et cette difficulté à passer les hausses de prix. Ensuite, nous suivons donc 2 indicateurs clés qui sont le résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d'affaires et le ROCE, donc le retour sur capitaux employés. Donc on voit que le résultat opérationnel sur chiffre d'affaires reste sur un niveau à plus de 14%. Ce qui est un bon taux compte tenu qui a une légère baisse par rapport à l'année dernière, mais qui reste un bon taux de rentabilité. Et on a notre ROCE qui baisse un peu. Donc ça s'explique par des éléments qui sont l'évolution de notre niveau de trésorerie et également l'évolution de notre BFR. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. Au niveau de notre structure financière, donc au niveau bilanciel, donc ce qui est important, ça fait partie des chiffres clés financiers qui montrent en fait la solidité de la structure financière du groupe Thermador. Donc on a une valorisation de stock, une valeur de stock à 190 millions. Donc elle est forte, ça représente 192 jours d'achat consommés. Donc elle reste forte, mais elle est en lien avec l'évolution des prix constatés des prix d'achat. Et aussi notre stratégie tournée vers le service. Voilà, donc on reste dans la distribution et on continue en fait de stocker de façon importante pour assurer une qualité de service auprès de nos clients. Ensuite, nous avons la trésorerie qui a plus de 16 millions, où là, moi je voulais souligner le fait que on a généré du cash sur les 6 derniers mois, puisque en fait à fin juin, on était sur une trésorerie négative à moins 15 millions. Et au final, on se retrouve à la fin de l'année avec 16 millions. Certes, il y a l'apport de trésorerie de DPI, mais on a nos filiales qui ont généré du cash, ce qui a été anticipé avec aussi un travail sur l'optimisation de la valeur de stock. Ensuite, on a notre montant d'emprunt, mais j'en reparlerai tout à l'heure, qui est à 46 millions, et des capitaux propres qui restent supérieurs à 299 millions. Donc on va passer ensuite sur la partie BFR. Puisque ça, c'est un élément important. Donc là, on vous a présenté notre BFR donc en pourcentage en nombre de jours du chiffre d'affaires et on vous a présenté en graphe avec les éléments importants de constitutifs de ce BFR. Et on peut noter qu'effectivement, la valeur de stock est la valeur la plus importante avec 190 millions qui est en augmentation par rapport à l'année dernière. On a nos clients également qui augmentent. Donc ça, c'est en lien avec l'augmentation de nos prix de vente, elle-même en lien avec l'inflation. Et nous avons également un élément, on va dire,
quelque part structurel. Au niveau de l'Espagne, nous avons des délais règlements qui sont très longs, avec un arrêt d'activité parce qu'il a fallu anticiper la migration, où il y a une collecte du cash et des émissions en fait, d'avoirs qui ont pris un peu, enfin qui sont décalées sur janvier. Donc on a un montant de créances clients qui est non normatif sur l'Espagne. Et donc, dans les autres éléments sur le BFR, il faut souligner donc, la baisse des dettes fournisseurs qui sont à 71 millions. Donc ces baisses dettes fournisseurs sont aussi en lien avec le travail qui est fait par nos filiales pour baisser leur niveau de stock. Je vais passer ensuite sur l'état des flux. Excuse-moi. Désolé. Patricia, peut-être qu'il faudrait que tu rappelles, nous avions donné dans la lettre numéro 108, je crois. Le stock normatif qui normalement devait être... Non, un BFR normatif. Ah il y a les deux. On avait communiqué sur un stock normatif en nombre de jours d'achat consommés à 190 jours. Donc au final, les 192 jours, on n'est pas très très loin. Et ensuite, l'autre élément, nous avions communiqué sur un pourcentage un BFR d'exploitation normatif à 35%. Et si on regarde les chiffres en fin d'année, on est sur plus de 39% à fin décembre 2022. Donc on n'est pas encore au niveau du BFR, au niveau BFR d'exploitation, au niveau de ce qu'on a pu constater par le passé. Donc nous allons passer sur la partie trésorerie. Pour rappel, donc, on est sur une trésorerie positive à 16 millions. Quand on regarde, donc, ce que j'ai souligné, c'est qu'on avait généré du cash sur les 6 derniers mois. Et sur l'année, les éléments essentiels, c'est une capacité d'autofinancement à plus de 67 millions. Donc ça, c'est en lien avec notre résultat d'exploitation. Si on continue, donc, on a une variation du BFR qui est de 42 millions. Donc là, c'est l'impact de la variation, enfin de l'augmentation de nos stocks, de nos clients. Même si on voit une baisse de nos dettes fournisseurs, elle n'est pas encore suffisamment marquée pour impacter, pour se voir dans la variation du BFR. Il y a un autre élément, c'est le complément de prix de DPI qui figure en fait en autre dette qu'on a provisionné puisqu'on a estimé le résultat de DPI sur 2023 et 2024 et on a considéré qu'on allait payer le complément de prix. Et donc ça figure, on trouve cet élément dans la variation du BFR. Ensuite, sur les flux d'investissement, vous avez à la fois l'acquisition de DPI et également les investissements. Donc, on a eu en fait des CAPEX, des investissements à hauteur de 11 millions d'euros en 2022. Dans les autres éléments, tout cela nous donne en fait un cash flow libre à moins 9 millions. Donc c'est un niveau négatif et qui s'explique en grande partie par l'acquisition de DPI qui représente un montant important d'acquisition. Il faut quand même savoir qu'on a affecté une bonne partie de la valeur du goodwill de DPI à la relation client à hauteur de 13,9 millions. Donc ça, c'est un élément qui est important au niveau de la présentation bilancielle de cette acquisition. Et ensuite, donc ça nous donne au final un flux de financement. On a un flux de financement qui est à moins 2,2 millions. Et donc, ce flux de financement, c'est le reflet d'une distribution de dividendes à hauteur de 18 millions, des emprunts contractés donc pour l'acquisition de TPI à hauteur de 31 millions, remboursables sur 7 ans avec un taux fixe. Et donc l'essentiel de ces flux nous donne en fait une consommation de cash à plus de 11,7 millions. Je vais passer sur la slide suivante. Et non, je vais passer sur la slide suivante. Et en plus, je vais passer la parole à Guillaume. Hop, je me remets qui promis ne va plus tout seul. Alors, développement, je ne sais pas, je vais essayer. Développement durable. Je resitue l'objectif du groupe est un objectif à 2030. Donc, on se situe dans une trajectoire que l'on a caractérisée par des objectifs sur 19 indicateurs qu'on va passer rapidement en revue. Cette trajectoire, pour l'instant, elle est plutôt bonne, puisque tous les ans, on mesure linéairement si on est effectivement en bonne voie d'atteindre tous nos objectifs, parce que c'est vrai qu'on souhaite vraiment remplir tous ces objectifs. Il se trouve que cette grille d'objectifs peut évoluer fortement dans les 2 années qui viennent, parce que vous savez que la réglementation européenne va avancer très très vite et que nous serons impactés par cette nouvelle réglementation qui s'appelle CSRD
et qui va nous imposer de nouveaux indicateurs, d'autres indicateurs. Peut-être que certains que nous utilisons déjà seront réutilisés. Et en tout cas, il peut y avoir des bouleversements dans les 2 ans qui viennent. Mais nous sommes prêts à répondre à toutes ces nouvelles exigences européennes. Alors l'index d'égalité homme-femme, nous sommes au même niveau et il nous reste une étape à franchir, c'est d'inclure dans les 10 plus grosses rémunérations du groupe une deuxième femme, parce qu'actuellement il n'y a qu'une seule femme dans ces 10 plus grandes rémunérations. Sur les femmes à des postes de direction dans le groupe Thermador, nous sommes déjà au-delà de 40%, qui est un pourcentage qui figure d'ailleurs dans la loi RIC1, mais qui pour nous est un pourcentage objectif. Et je pense que nous n'aurons pas de difficulté à nous maintenir au-delà de 40% dans les années qui viennent. Et de toute façon, nous allons être extrêmement vigilants pour le faire. L'ancienneté moyenne, nous avons le même score que l'année dernière, donc nous sommes très contents de maintenir cette ancienneté moyenne. C'est la preuve que la majorité des salariés se trouvent bien dans le groupe Thermador. S'ils y restent longtemps, ils sont efficaces. S'ils sont efficaces, c'est gagnant-gagnant, comme on dit. Et donc, nous sommes tout à fait satisfaits de ce résultat. Le pourcentage de salariés formés dans le groupe, à la fois en externe ou en interne, augmente cette année. Nous sommes encore loin de nos objectifs 2025, mais nous comptons bien les atteindre, notamment en renforçant encore la formation interne sur les produits et sur les process. Et puis l'absentéisme qui reste à des niveaux inférieurs à 4%, avec une légère augmentation due à l'augmentation des arrêts maladie en 2022. Donc rien de grave, mais il faut rester vigilant. Bon. C'est sans doute dû là aussi à tout ce que l'on a connu en 2022, à la fois le Covid, la grippe, un certain nombre de choses, et un niveau de fatigue quand même qui est réel dans les équipes. En ce qui concerne la gouvernance, nous avons des indicateurs qui sont très bons. Le taux de participation de nos administrateurs est toujours très élevé, donc ils sont extrêmement assidus. Le taux de participation et de vote à l'Assemblée générale est au-delà de 70%, 74% exactement l'année dernière. Donc on va continuer à se battre avec Patricia pour obtenir vos votes. Merci de voter. Merci de voter. Hein. De toute façon, on ira vous chercher. Donc pensez à nous au moment de voter parce que c'est très important. La part du capital détenu par les salariés, donc nous ne sommes pas dans l'épure de ce que nous souhaitons faire, puisque nous sommes stables alors que nous souhaiterions augmenter la part des salariés dans le capital. Je pense que certains salariés ont valorisé notamment leur FCPE pour des investissements personnels, donc il va falloir sans doute qu'on continue les efforts pour les accompagner et arriver à ce 8% et 8,5% à terme de part du capital détenu par les salariés. Donc, le FCPE est le principal levier actuellement, il faudra peut-être qu'on en imagine d'autres. Et enfin, le pourcentage des salariés formés à l'anticorruption reste très élevé, hein, donc on fait des formations, des répétitions tous les ans, de manière à éviter tout risque de scandale ou de corruption dans le groupe Thermador, ce qui est actuellement le cas. L'environnement, donc les indicateurs, les émissions directes sur notre flotte de véhicules, pour l'instant nous sommes un peu sur un palier puisque nous attendons de pouvoir changer nos véhicules d'une manière massive pour passer sur des flottes électrifiées, ce qui est difficile à faire du fait du manque de disponibilité et de la nécessité d'aller au bout des contrats actuels, mais on reste assez optimiste sur l'échéance à terme. Ensuite, sur les 2 indicateurs qui suivent, ça exprime nos émissions directes pour chauffer, rafraîchir, éclairer nos bâtiments. Et là, nous sommes en bonne voie, mais je dirais que nous avons été énormément aidés par la météo, donc il faut relativiser ces très bons scores 2022. Nous verrons en 2023 si nous arrivons à réitérer, là, par des vrais efforts et des vraies économies, ces bons scores. L'indicateur Scope 3, donc émissions indirectes, là c'est un échec complet, puisque nous souhaitions donner au marché notre ambition de réduction d'impact CO2, mais compte tenu de l'incertitude que nous avons encore à l'heure actuelle sur la précision de ce calcul, nous préférons nous abstenir de donner des objectifs pour le moment, sachant que c'est extrêmement complexe, puisqu'il faut que nous fassions ça de concert avec nos fournisseurs, parce que la plus grosse part de cette émission directe et indirecte, enfin surtout indirecte, est due à nos produits fabriqués par nos fournisseurs.
C'est un travail qu'il faut que nous fassions conjointement avec nos fournisseurs. Sur les déchets liés à nos activités, une augmentation l'année dernière, essentiellement due à FG Inox et son déménagement. Donc on ne déménage pas des sociétés tous les ans, donc nous espérons l'année prochaine revenir sur des niveaux beaucoup plus faibles. Et sur la revalorisation des déchets, nous sommes là aussi bien organisés. Nous pouvons encore progresser, mais nous sommes à des niveaux qui sont déjà très élevés au niveau du taux de revalorisation de déchets. On finira par les indicateurs sociétaux qui sont tournés vers la supply chain, nos fournisseurs. Donc nous avons progressé dans notre capacité à noter d'une manière harmonieuse nos fournisseurs, ce qui est dans l'objectif et au-dessus de nos objectifs pour 2022, mais on va poursuivre. L'étape d'après, ce sera de se focaliser sur les fournisseurs qui obtiennent les moins bonnes notes et aller plus loin jusqu'à l'audit. Mais pour l'instant, on se focalise sur une première évaluation. On a de bonnes idées pour le faire dans le futur. Hein, c'est notation plus audit. Le pourcentage de chiffre d'affaires fait par des fournisseurs ISO a été évalué, 87%. C'est un très bon score, mais pour autant, il faut maintenant aller au-delà. Là, nous sommes en bonne voie pour arriver à nos fins. Les sociétés du groupe ISO 9001 ou 14001, nous sommes en retard sur l'objectif, mais en bonne voie de l'atteindre tout de même parce que deux sociétés importantes du groupe, Thermador et Jetly, devraient travailler sur ce sujet très fortement l'année 2023 et donc obtenir cette certification et donc nous permettre de franchir un cap. On a une nouvelle société qui a été reconnue ISO 9001 en fait en 2022 qui est Distrilabo. Oui, Distrilabo a eu effectivement cette certification, mais ça représente un chiffre qui est moins significatif à l'échelle du groupe que Thermador ou Jetly. Et ensuite, nous avons eu aussi le plaisir de constater que nos fournisseurs ont signé notre charte d'achat responsable. Donc ça méritera d'aller plus loin, bien évidemment, mais au moins, nous n'avons pas eu de blocage majeur sur cette charte ou charte équivalente, ce qui est un bon signal pour l'avenir. Quelques mots sur les perspectives et l'activité. Donc dans le bâtiment, l'année 2023 devrait finalement être assez similaire à l'année 2022, avec une forte dynamique sur la rénovation énergétique, un marché en revanche beaucoup plus difficile sur le logement neuf, et nous n'avons pas d'espoir de voir quelque chose de mieux sur l'année 2023. Mais de toute façon, la rénovation et rénovation énergétique est suffisante pour porter ces marchés actuellement, donc c'est là-dessus que nous allons nous focaliser. Sur l'industrie, nous restons en prise de part de marché, à la fois en France et en Europe. Hein, donc, nous continuons à augmenter nos gammes, à démarcher de nouveaux clients pour augmenter cette activité. Mais ça, c'est plus une perspective long terme et sur des rythmes plus raisonnables hein, par rapport à ce que l'on vit actuellement sur la rénovation énergétique. Mais clairement, nous avons de belles perspectives en France et en Europe. J'en reparlerai sur l'export. Le grand public restera sur à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, sans doute un marché difficile en 2023, avec pour raison principale le pouvoir d'achat des Français qui est sans doute en 2023 soit stable, soit en recul. Donc forcément, l'activité grande surface de bricolage risque d'être un petit peu terne encore en 2023. En 2022, pour vous donner une idée, nos clients en grande surface de bricolage n'ont progressé que de 1% de chiffre d'affaires, alors qu'ils ont eux-mêmes répercuté des hausses qui sont sans doute au-dessus de 10%. Donc une perte de volume sur ces marchés-là. Et puis à l'export, je dirais qu'on a un discours depuis quelques années qui est toujours un petit peu le même. Nous sommes toujours en conquête de prise de part de marché sur beaucoup de pays. Et donc on reste optimiste sur nos capacités à augmenter notre activité. En revanche, sur Sodeco, qui a fait son année record en 2022, Sodeco risque de marquer un palier en 2023, parce qu'on ne peut pas faire des années records tous les ans, avec beaucoup de gros projets d'investissement en 2022. Et peut-être effectivement en Espagne, avec Rousseau, une stabilité de l'activité après des années extrêmement dynamiques, et la nécessité de nous réorganiser pour fusionner, ce que nous faisons actuellement
avec la société DIPRA, au sein de la nouvelle société Audrea. L'inflation restera très présente en 2023, à minima 4%, sans doute 5%, peut-être plus. Donc les années inflationnistes ne sont pas terminées, en tout cas dans nos métiers, et nous allons continuer raisonnablement à répercuter ces hausses de prix. Patricia, tu nous parles de l'immobilier et des investissements. Et des investissements, puisque cette année, finalement, l'immobilier représentera moins, puisqu'on sera sur un montant de l'ordre de 4 millions. Donc en global, on anticipe un montant d'investissement de 8,5 millions. Donc il y aura une partie des investissements qui viendra des filiales et également une partie qui viendra de notre système d'information. En lien avec cela, effectivement, on va continuer les projets sur la partie système d'information. Donc on a parlé beaucoup d'Audrea et de la fusion. Donc c'est une fusion qui est juridique, sociale, mais également informatique. Donc là, nous sommes en fait sur ce sujet. Donc cette migration va se poursuivre au moins jusqu'en juin 2022 avec beaucoup de développement. Avec l'objectif de développer des gains de productivité sur finalement cet ensemble de sites, puisque Audrea a la spécificité d'avoir 4 sites plus un bureau à Shanghai. Donc un site en Espagne, un site à Étigny, à Saint-Quentin et Saint-Maur-des-Fossés. Donc ça fait partie effectivement d'un projet qui va nous occuper beaucoup. On a la partie système, les sites e-commerce où nous avons la volonté de continuer de mettre en production un certain nombre de sites e-commerce pour des filiales qui pour l'instant n'en ont pas. Et dans les autres projets, donc nous avons le CRM qui est le Customer Relationship Management où on a également un projet de changer de CRM pour permettre à nos équipes commerciales d'être plus efficaces dans leur suivi des clients. Et donc ça fait partie des gros projets. Nous avons également Thermacome qui, pour mémoire, en fait, est une filiale que nous avons achetée en avril 2020, qui est sur un autre système d'information. Donc l'objectif, ça serait de la migrer sur notre ERP groupe pour faciliter les échanges intra-groupe avec PBTube, qui est sa filiale sœur. Nous pourrions présenter ça comme ça. Donc nous allons passer à la slide suivante qui présente en fait le capital. Donc dans nos indicateurs financiers, Guillaume en fait mentionnait la part du capital détenu par nos salariés, anciens salariés et au travers de notre FCPE à 7%. Donc effectivement, ça fait partie de la répartition de capital. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a une répartition qui a un petit peu évolué avec l'augmentation des investisseurs en fait, institutionnels étrangers, avec un 49,1%. Et on notera que la part des investisseurs institutionnels étrangers est à 26,3% de mémoire. 26,2. 26,2. Et ça comprend notre investisseur allemand qui est à hauteur de 9%, qui est en fait le plus gros actionnaire en termes de pourcentage de détention de capital. Donc ça fait partie des évolutions. On est toujours en fait quand même à plus de 40% sur la part des actionnaires individuels et on totalise un nombre d'actionnaires à 8704. Donc ça fait déjà 3 années où en fait finalement on constate une belle progression du nombre de nos actionnaires. Individuel. Individuel. Parce que quand on parle en nombre, c'est surtout le nombre d'actionnaires individuels qui évolue. Ouais. Un petit mot sur la liquidité. Donc vous voyez sur ce graphe que la liquidité du titre est en baisse en 2022. Vous avez sans doute constaté, si vous avez été actif sur les marchés, 1,72 million de titres échangés sur 9,2 millions de titres. Donc ça fait à peu près 19% de notre capital qui a été échangé l'année dernière. Donc cette baisse de liquidité n'est pas due spécifiquement au groupe Thermador, mais elle a touché quasiment l'ensemble des valeurs moyennes en 2022. Alors si on voit le côté positif des choses, c'est que nous sommes en progression de volume par rapport à 2019. Donc je pense qu'on sort d'années qui n'étaient pas vraiment des années
normative en termes de liquidité. On espère revenir sur des marchés plus calmes, nous verrons bien. Un point aussi technique, Euronext a modifié notre flottant pour passer de 80% à 70%, ce qui peut avoir un impact sur notre présence ou pas dans certains index, puisque si vous diminuez le flottant, bah, vous augmentez la rotation du capital. Donc ça, nous verrons si ça a des impacts. Et puis aussi, un point important que vous voyez sur ce graphe d'une manière colorée, la part qui est arrivée en 2020 des dark pools et des plateformes alternatives qui reste et qui est bien là et qui est bien installée, notamment un certain nombre de blocs qui sont échangés sur ces dark pools ou plateformes alternatives. Nous allons passer en fait aux résolutions 2022, donc à l'Assemblée générale, donc qui se tiendra le 3 avril 2023, donc au Théâtre des Célestins à Lyon. Donc dans les résolutions, nous en avons un certain nombre. La première va concerner l'affectation de notre résultat, puisque nous proposons donc au titre du résultat de 2022 une distribution de dividendes à 2,08. Donc ça représente 32,5% de notre résultat net et on est en croissance donc, de 4,2% par rapport à l'année dernière. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie dividende. Ensuite on a des évolutions au niveau de notre conseil d'administration puisqu'on a des renouvellements de mandats, donc des renouvellements de mandats et la nomination d'une nouvelle administratrice. Donc, vous connaissez certainement Karine Gaudin, qui est administratrice indépendante depuis maintenant 12 ans au sein du conseil d'administration de Thermador Group. Et donc, compte tenu de notre code, nous respectons le code Middle Next. Et dans ce cadre, au-delà de 12 ans, il n'y a pas de renouvellement possible. Donc, Karine, en fait, finira son mandat en avril 2023 et nous proposons donc au vote de l'Assemblée générale la candidature donc de Véronique Bousquerolles qui est donc économe au diocèse de Lyon et qui est ancienne DAF, donc directrice financière du groupe Boiron. Alors je voulais préciser que les 12 ans, c'est une période qui est importante pour qu'un administrateur soit indépendant. Et comme on voulait garder le caractère indépendant de nos administrateurs, c'est pour ça qu'on a mis fin à son mandat avec son accord. De toute façon, c'était prévu d'avance. Hein. Donc cette période de 12 ans est liée justement au caractère indépendant des administrateurs, sachant que sur 12 administrateurs actuellement, nous en avons 5 qui sont indépendants et 2 qui sont des salariés. Tout à fait. Et donc, si on lien avec le nombre d'administrateurs indépendants, nous avons donc 2 administrateurs dont le mandat arrive à échéance, celui donc d'Olivier Villemont de la Clergerie, donc qui est DG du groupe LDLC et dont nous proposons donc le renouvellement du mandat, qui est membre indépendant de notre comité d'audit, et également Mathilde Yagoubi, qui est donc DG de Game Only, qui est également aussi la présidente de notre comité du développement durable et dont nous proposons le renouvellement du mandat. Donc ça fait partie des résolutions. On a le transfert du siège social de Thermador Group, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même important. Et d'Opaline, puisque Opaline nous suivra, notre société de communication. Et ensuite, on a donc les résolutions sur les rémunérations donc, des dirigeants, où donc là, dans les résolutions qui sont proposées au vote, nous avons les rémunérations variables donc, pour les mandataires sociaux donc, de Thermador Group. Et donc ça concerne la rémunération variable de Guillaume et de moi-même. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est donc la validation, le vote pour la politique de rémunération proposée au titre de 2023. Donc ça concerne les mandataires également sociaux donc de Thermador Group. Et la nouveauté cette année c'est qu'il y a une résolution pour le salaire donc de Lionel Monroe, qui est directeur général délégué donc, de Thermador Group et qui historiquement donc, est DG donc, de Safeco. Et historiquement, sa rémunération, en fait, elle était finalement approuvée au sein de la structure Safeco et les actionnaires donc, de Thermador Group n'avaient pas finalement le droit au vote par rapport à cette rémunération.
Donc nous avons décidé de changer cela et nous proposer une résolution pour que les actionnaires votent également pour la rémunération fixe de Lionel Monroe pour son mandat de directeur général délégué de Thermador Group. C'était une demande appuyée des proxys. Hein. Voilà, tout à fait. Donc nous y répondons favorablement. Donc il y a également alors ça ne concerne pas la rémunération des dirigeants, mais la rémunération allouée, donc la rémunération des administrateurs indépendants, où là on augmente en fait l'enveloppe maximum pour les rémunérations allouées, en lien avec le travail des administrateurs et notamment le travail qui sont réalisés dans les comités, les différents comités que nous avons. Un dernier regard visuel sur le parcours boursier sur une longue période. Alors vous voyez ce trou d'air en 2022 que beaucoup d'entreprises ont connu, avec un très bon rebond sur la valorisation du titre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le parcours à long terme. Nous avons mis sur notre site internet un graphe vivant qui montre le rendement global dividende réinvesti du groupe Thermador comparé au CAC 40 et au CAC Mid & Small. Pour information, sur 10 ans, le rendement global dividende réinvesti du titre Thermador est de 17%, à comparer au CAC 40, à l'intérieur duquel, vous savez, il y a de très très belles sociétés extrêmement rentables, dans le luxe, l'énergie par exemple. Le CAC 40, si on fait exactement le même calcul, est à 10,4. Donc on compare 17 groupe Thermador, CAC 40, 10,4 de rendement annuel sur 10 ans. Voilà, donc on va prendre tout de suite la première question de Jean-Pierre. Presque 3 mois que DPI appartient à Thermador, au groupe Thermador. Comment cela se passe dans la vraie vie? La culture thermadorienne s'insuffle-t-elle sans douleur? Informatique, code de bonne conduite et rigueur financière. Alors, Jean-Pierre, vous savez, la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui existe dans toutes les entreprises du groupe. Alors, il y a la culture groupe. Nous savons par expérience que l'arrivée dans le groupe Thermador nécessite du temps. D'ailleurs, on avait eu une discussion à ce sujet avec notre premier actionnaire qui nous disait à minima 7 ans. Donc, vous imaginez qu'en 2 mois, nous n'avons pas fait la révolution chez DPI. Ce n'est pas du tout l'objectif. Hein. Le dirigeant en place reste en place, hein, Grégory Urpi, avec qui nous nous entendons bien. Alors, bien évidemment, la première chose à faire, c'est mettre en place le reporting financier, parce que devenir société cotée, c'est pas du tout anodin, et donc ça mérite une discipline extrêmement forte sur le reporting financier. Donc effectivement, il va y avoir une évolution de l'organisation chez DPI avec la nomination d'une directrice. Qui a déjà commencé puisqu'on a arrêté des comptes. Oui, on a arrêté les comptes. Donc, mais je dirais qu'il faut que les choses soient beaucoup plus fluides à l'avenir. Hein, et donc, il y a une nomination d'une direction administrative, qui est une personne qui était déjà chez DPI, mais qui évolue et qui change de poste. Ça, c'est le premier point. Pour parler effectivement de l'impact développement durable, hein, puisque vous parlez de code de bonne conduite, hein, pour moi, on est dans la RSE. Bien évidemment, avant d'acheter DPI, nous sommes garantis qu'il n'y avait pas des pratiques qui étaient à l'encontre de ce qu'on fait dans le groupe Thermador. En tout cas, on a été clair sur la façon qu'on avait de pratiquer. Et donc, Grégory Urpi est tout à fait en phase avec nous. Et Grégory va suivre une formation RSE avec tous les dirigeants du groupe, de manière à remettre, je dirais, tout le monde à égalité sur ces thématiques RSE. Toujours une question de Jean-Pierre. La part des produits à la marque Thermador a-t-elle augmenté en 2022 par rapport à 2021 chez Thermador? Chez Thermador? Que oui, la filiale ou Thermador Group? Alors déjà, je dois être honnête, Jean-Pierre, nous n'avons pas ces chiffres consolidés. Et ni même en filiale. C'est vrai que pour l'instant, nous n'avons toujours pas, même si c'est une question que vous nous posez souvent, toper les articles pour savoir la part des produits vendus à la marque, aux marques du groupe, et la part des produits vendus avec la marque de nos fabricants, de nos fournisseurs. Il se trouve que, pour parler de la société qui a le plus progressé l'année dernière, Thermador, cette société a, vous le savez, un partenaire italien qui s'appelle Calefi,
qui d'ailleurs est ce soir à ce webinaire parce que ça leur permet d'avoir un accès aussi en anglais. Nous vendons énormément de produits pour la rénovation énergétique à la marque Calefi, d'autres produits à la marque Thermador. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui si le prorata a changé en 2022. Donc, en tout cas, ce n'est pas une volonté mécanique de notre part d'augmenter les produits vendus à notre marque au détriment de la marque de nos fournisseurs. Nous sommes des gens pragmatiques, nous respectons bien évidemment les fournisseurs qui souhaitent avoir une bonne visibilité sur le marché français. Et l'idée que vous avez souvent de dire il y a plus de marge sur des produits à votre marque par rapport à des produits à une marque de vos partenaires industriels n'est pas forcément une réalité dans le groupe Thermador. Donc ce n'est pas forcément lié à la marge commerciale. D'ailleurs, la marge de Thermador est tout à fait bonne. Je te laisse finir après, non? Oui, tu as une question en anglais ou tu veux la prendre? Non, mais vas-y. Alors, Bastien nous pose une question par rapport aux revenus pro forma sur les activités bâtiments, industrie, grand public et export. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vous y retrouver puisque nous avons à la fois une répartition par filiale, donc avec une granularité extrêmement fine. Nous avons une répartition par marché que vous allez retrouver dans le document d'enregistrement universel qui devrait être disponible d'ici quelques heures, d'ici quelques jours. Demain matin. Normalement, si tout va nous bien. attendons le tampon de l'AMF pour le mettre en ligne. Et vous allez retrouver à la page 4 et 5 une répartition par marché bâtiment, industrie, eau froide, grand public et canalisation. Pardon, c'est pas grand public, c'est gros outillage. Ouais. En fait, on a pas un métier. Cette répartition, elle est liée plutôt à des marchés qui a des types de canaux de distribution. Donc pour mémoire, le bâtiment, on est à 50% quasiment. L'industrie, 23%. Les pompes domestiques, 17%. Les canalisations, ça va monter l'année prochaine à hauteur d'à peu près 10%, mais cette année, on est à 1,6%. Et le gros outillage, qui est représenté par Mecafer et sectoriel, à 8,7%. Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'on veut à la fois présenter par marché, à la fois par canaux de distribution, à la fois par société, et vous avez des difficultés quelque part à vous y retrouver, ce que je peux comprendre. Quand on parle de l'export, ça concerne plusieurs sociétés. Quand on parle du grand public, ça concerne plusieurs sociétés. Quand on parle de l'industrie, ça concerne plusieurs sociétés. Et quand on parle du bâtiment, ça concerne également plusieurs sociétés, sachant que pour ajouter de la difficulté d'analyse pour nos analystes, nous avons une entreprise importante du groupe qui travaille à la fois sur le bâtiment et l'industrie qui s'appelle Sferaco. Donc, tout ça pour vous dire que c'est assez difficile de répondre directement à votre question. Vous avez des éléments sur l'export. Je vais vous donner la page du TEU, vous allez retrouver ça. Alors la part export du groupe a légèrement augmenté cette année pour passer au-delà de 17%. C'est dû essentiellement à la progression de Sodeco. Donc là, on prend tous les chiffres export des filiales et on vous donne des éléments sur l'export. Et la partie grand public est symbolisée, enfin en tout cas concrétisée, par la somme des chiffres d'Audrea et de Mecafer de Mac aujourd'hui, qui représentent à peu près 20% de l'activité du groupe. Voilà. Donc c'est pas très facile de s'y retrouver. En fait, en termes de chiffre d'affaires, on donne beaucoup d'analyses. Et après, c'est sur la partie contribution, enfin résultat, où là, on raisonne soit par filiale, soit en fait par canaux de distribution. Mais on n'a pas fait le lien par rapport à nos marchés. Bon, le marché, c'est que le chiffre d'affaires. Enfin, quand on est sur la granularité du résultat opérationnel, on est uniquement par filiale. Ouais, c'est ce qu'on... Bastien pose des questions sur les perspectives de croissance externe en 2023. Aucune. Très clairement, nous n'avons pas de dossier d'acquisition significatif dans les tiroirs. C'est vrai qu'on a fait quand même une grosse opération fin dernière en termes de coûts, enfin de prix payés, de taille de chiffre d'affaires. Et donc, il nous faut également du temps pour continuer à intégrer les sociétés qui nous ont rejoints ces dernières années. Et Patricia en a parlé, il y a encore des travaux IT en cours, il y a la fusion d'Ipra Rousseau. Donc, ça ne fait pas forcément partie de nos priorités
2023. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'affût d'une opportunité, comme ça a été le cas pour des pays, mais pas forcément focalisé sur la croissance externe. Vous posez la question sur l'Allemagne, hein, quid de l'Allemagne? Est-ce qu'on a des perspectives de croissance externe en Allemagne? Très honnêtement, non. On connaît des sociétés allemandes qui pourraient nous intéresser, mais eux ne sont pas vendeurs. Donc forcément, ça réduit la probabilité d'arriver à une conclusion positive. Je vais passer sur la question donc, de Antonio Baldi. Ça concerne l'évolution en fait, de notre free cash flow, puisque Antonio en fait, souligne la croissance de notre stock qui en fait impacte négativement notre free cash flow. Et sa question c'était est-ce que c'est l'augmentation des stocks qui a le plus gros impact négatif sur notre free cash flow et est-ce que ce niveau de stock versus notre niveau de vente est satisfaisant pour nous et est-ce que nous avons en fait est-ce que nous visons un autre niveau? Voilà. Donc moi, je rappellerai quand même par rapport au stock, effectivement, on a une augmentation, mais si on regarde sur l'impact free cash flow, c'est l'évolution du BFR. Il y a deux éléments qui jouent dans le BFR. Il y a l'augmentation des stocks, puisqu'on a 19 millions d'augmentation de valeur de stock, mais on a également l'augmentation en fait, des clients. Donc effectivement, le stock joue, mais derrière, on a en fait la croissance du chiffre d'affaires qui suit. Donc par rapport à ça, c'est quand même c'est un élément, même si enfin, le stock, effectivement, on l'avait présenté comme étant trop fort en fait, fin décembre 2021. On commence en fait à baisser puisque là, le stock représente 192 jours. Est-ce qu'on est satisfait de ce niveau? Je dirais que non, puisque notre objectif, c'est quand même de revenir sur notre nombre de jours d'achat consommé normatif à 190 jours. Donc, ça veut dire que les filiales vont continuer de faire des efforts sur l'optimisation du niveau de stock. Ça va continuer et c'est aussi en lien avec la gestion de leur BFR et la génération du cash. Donc, on l'avait précisé dans nos communications financières précédentes. Ça prend du temps parce qu'il y a eu quand même en septembre une prise de conscience, une vigilance demandée à nos filiales par rapport à ça, et le temps en fait, d'adapter le niveau des stocks, le niveau des achats par rapport à l'évolution des ventes. On sait très bien que ça prend du temps, et notamment avec l'Asie où ça prend un petit peu plus de temps. Donc là, le travail a commencé, on le voit dans l'évolution de nos dettes fournisseurs, et il va se poursuivre sur le premier semestre 2023. Alors, Guillaume me demande de la couleur sur la croissance organique. Pour 2023. Pour 2023. Parce que 2022, alors, on a donné quelques chiffres déjà. Donc, je vais vous donner trois couleurs, vert, orange et rouge. C'est-à-dire qu'à l'échelle du groupe, on a des produits qui vont continuer à croître fortement autour de la rénovation énergétique, des produits qui vont sans doute rester dans une stabilité et d'autres qui vont décroître fortement. Donc, ce que vous souhaitez savoir, c'est à l'issue, en consolidé, quelle sera la croissance organique du groupe. Très sincèrement, c'est extrêmement difficile de l'évaluer. Alors, on demande cet exercice aux dirigeants de filiales, exercice auquel ils se prêtent avec plaisir, mais quand même avec un certain nombre d'incertitudes sur l'activité économique de manière générale. Rappelez-vous, il y a encore 2 mois, nous avions tous peur d'une récession brutale. Bon, pour l'instant, je dirais que ça n'est pas arrivé. Mais on n'est pas à l'abri en 2023 d'un coup d'arrêt sur l'économie. Bon, tout ça pour dire que j'ai parlé d'une inflation de 4-5%, 4 à minima, peut-être 5, peut-être un peu plus, d'augmentation, de baisse de croissance organique sur certaines gammes de produits. Je dirais que si cette année 2023, qui était présentée comme une année de récession économique, pouvait pour nous être une année stable, ce serait déjà en chiffre d'affaires, et donc forcément avec en organique un petit repli, ce serait déjà rassurant par rapport à des perspectives de récession qui étaient quand même, il y a encore quelques mois, enfin 2 ou 3 mois, extrêmement fortes. On peut préciser quand même, mais ça c'était dans la lettre aux actionnaires, que nous maintenons en fait nos objectifs décennaux basé sur une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 7%. Donc après, ça regroupe à la fois la croissance issue de l'organique et également
les possibles acquisitions que nous pourrions réaliser dans les années, dans ces 10 années à venir. Alors, moi, je ne vois plus de questions sur l'onglet questions en français. Mais du côté des Pardon. investisseurs en anglais, j'en ai pas non plus. J'en ai pas Alors, ce également. qu'on prévoit, c'est de vous mettre ces diapositives sur le site dès ce soir. Et incessamment sous peu, vous aurez à disposition le document d'enregistrement universel en français. La version anglaise du document d'enregistrement universel va arriver le temps qu'on termine la traduction qui se fait à grande vitesse, mais on ne veut pas non plus aller trop vite. Et puis bien évidemment, comme vous le savez, on est une société de taille moyenne et nous sommes, Patricia et moi, accessibles. Donc si vous avez des questions qui vous viennent par la suite à la lecture de ces documents, n'hésitez pas à nous recontacter. En vous remerciant pour votre présence ce soir, vos questions, et puis à très bientôt, et en tout cas pour l'Assemblée Générale qui va se dérouler le 3 avril 2023, voilà. Le 3 avril 2023 à Lyon, au Théâtre des Célestins, donc dans une place tout à fait remarquable. Donc si vous pouvez venir physiquement, vous serez bien évidemment les bienvenus à Lyon, mais vous pourrez aussi y assister en digital puisqu'elle sera retransmise en direct. En tout cas, si vous ne pouvez pas venir physiquement, je vous rappelle que nous attendons vos votes avec plaisir et attention. Vote access. Vote access, ou tout type de vote si vous souhaitez. Vote access. Mais le plus simple, c'est vote access. Merci beaucoup et nous vous souhaitons, Patricia et moi, une excellente soirée. Bonne soirée. Au revoir.